La rose noire par Ludwig Ganghofer. Maître Conrad, le pêcheur, avait construit sa cabane au bord d'un lac isolé entouré d'une sombre forêt de sapins. Il y habitait depuis nombre d'années avec sa femme, sa vieille mère qu'on appelait grand-mère Zanne, et son fils Théo, jeune homme de 20 ans. Les seuls voisins qu'il rencontrait parfois étaient de pauvres charbonniers, dont les quelques huttes se trouvaient parsemées dans la forêt. Tous les dimanches, il s'en allait par la montagne chez le père Crispus, un vieil ermite retiré dans les ruines d'un ancien fort dont il avait tant bien que mal à réparer la chapelle, et il leur y disait la messe. 2 fois l'an, des marchands forains s'arrêtaient en passant chez maître Conrad, lui apportant les ustensiles et autres objets nécessaires à sa maison en échange de ses poissons séchés, fumés et salés. Quand arrivait l'automne, on voyait apparaître le seigneur châtelain, venant de son manoir éloigné, accompagné d'un brillant équipage, pour chasser dans ses bois. C'était autant de jours de fête pour Théo. Du matin au soir, il courait devant les chasseurs, leur indiquant les retraites des bêtes sauvages et les meilleurs affûts pour les sangliers et les cerfs. Le seigneur prenait plaisir à suivre le gars courageux et alerte qui connaissait le bois comme pas un, et qui, avec son seul coutelas de pêche, se jetait en riant sur le sanglier en défense. Il aurait bien voulu l'engager parmi ses valets de chasse, mais maître Conrad ne l'entendait pas de cette oreille. Tourmenté parfois d'un accès de goutte, des semaines s'écoulaient sans qu'il puisse s'aventurer sur le lac. Son fils seul pouvait le remplacer à la pêche, le moyen de s'en passer. Et puis, mais il ne l'avouait pas, la vue de son enfant lui faisait du bien et lui réchauffait le cœur. Il est vrai que Théo faisait l'effet d'un jeune chêne au printemps, réunissant en sa personne la grâce et la force. Ses yeux bleus brillaient de gaieté et de candeur dans ce visage brûlé par le soleil et encadré de boucles épaisses et soyeuses de la couleur des châtaignes, le coiffant comme d'un casque bronzé. Souvent alors s'éveillait en Théo le désir de s'en aller voir le monde au-delà des bois. Il boudait son père, mais quand le bruit de la chasse et l'enivrement de ses journées étaient passés, son cœur simple et facile à contenter s'apaisait vite, et il reprenait sans murmurer ses habitudes quotidiennes. Il était heureux à la maison ou dans sa barque sur le lac, avec ses filets et ses hameçons, ou bien courant à travers la forêt avec son arbalète pour fournir de gibier leur petit ménage et pour assembler le bois sec nécessaire au foyer pendant les hivers rigoureux. Bon chasseur, habile pêcheur, il était souvent les deux à la fois, car lorsqu'il s'embarquait au point du jour pour aller relever ses filets, il avait toujours près de lui son arbalète pour abattre d'un coup sûr le héron ou le balbuzard qui s'envolait bruyamment, dérangé dans le repos matinal. C'était au mois de mai, un soir tiède et clair. Le soleil couchant versait sa lumière rose sur le bois et sur le lac. Les fleurs printanières embaumaient l'air autour de la cabane du pêcheur. Les hirondelles, rentrées dans leur nid, gazouillaient sous le toit, tandis qu'une source cachée murmurait doucement et mystérieusement sous la mousse. Comme si elle comprenait et traduisait ce langage, grand-mère Zanne, assise sur le banc de pierre près de la porte et reprisant un filet, écoutait et remuait parfois les lèvres. À ce moment, Théo, venant du lac, l'air mécontent et désappointé, traversa la prairie. Il était facile de voir ce qui le rendait morose. Attaché à une baguette, il portait 2 petits poissons pas plus longs qu'un coutelas. C'était le butin de toute sa journée. Maître Conrad parut au seuil de la porte, fronça les sourcils et se mit à gronder son fils. Il aurait voulu porter le lendemain un beau brochet au père Crispus, à l'occasion de la Pentecôte. Théo, pour la même raison, était désolé de sa misérable pêche, et le regard sombre, il balançait avec mépris ses 2 chétifs poissons. Mais grand-mère Zanne fit de la tête un petit signe consolant et lui dit « Ça ne fait rien, Théo. Si ton père ne peut offrir demain un brochet au père Crispus, à la Saint-Jean il lui portera un saumon. Ne te fais pas de bile, les beaux jours viendront. Tu as toujours eu du bonheur, et qui sait, ajouta-t-elle en souriant mystérieusement, demain c'est la Pentecôte. Peut-être trouveras-tu la rose noire. Alors adieu les soucis pour toujours. Tu en auras du bonheur par-dessus la tête. » Théo ouvrit de grands yeux, mais ne dit pas un mot et retourna au bord de l'eau pour étendre ses filets. Cependant, le soleil couchait,
Il revint doucement auprès de la grand-mère, toujours assise à la même place, et demanda d'une voix qui tremblait légèrement. « Grand-mère Zane, dis-moi, qu'est-ce que c'est que la rose noire ?» Avec un petit rire et clignant de l'œil, elle mit un doigt sur sa bouche et regarda par-dessus son épaule si le père n'était pas dans les environs, car il n'aimait pas les vieilles histoires de sa mère, les traitant de pas chrétiennes et de contes maléfiques. En effet, il n'était pas loin d'eux, nettoyant un bateau. Grand-mère Zanet se leva, et faisant semblant de voir quelque chose qui l'intéressait, elle descendit, clopin-clopant, jusqu'au bord de l'eau. Théo comprit la vieille, la suivit, détacha l'amarre de sa barque, et tous deux s'y installèrent. Ils s'éloignèrent, glissant sur le sombre miroir du lac. Les grenouilles s'appelaient dans les joncs, l'eau clapotait doucement sous les rames, des phalènes voletaient autour d'eux. Une à une, les étoiles s'allumaient, et le ciel, brillant de leur feu, semblait les envelopper, s'étendant au-dessus d'eux et se reflétant dans l'onde au-dessous. Grand-mère Zanet se mit à raconter. Il était une fois, il y a bien des années, un jeune fils de roi qui s'appelait Baudouin. Grâce à sa beauté, jointe à un cœur noble et valeureux, il inspira de l'amour à une bonne fée. Grand-mère Zanet, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Prends patience, Nigo, tu le connaîtras un jour, et alors tu verras que c'est ce qu'il y a de meilleur et de plus beau, plus doux que le miel, plus chaud que le soleil. Mais laisse-moi continuer. La bonne fée s'appelait Dame Yerte et habitait un merveilleux jardin de roses. Tous les soirs, le fils du roi quittait son château doré, traversait l'obscure forêt pour arriver chez sa bien-aimée et restait auprès d'elle jusqu'au lever du soleil. Dis-moi, grand-mère, que faisait-il chez elle ? Il lui disait son amour, mais assez de questions, je veux raconter. Dans le bois qui environnait le jardin de roses de Dame Yerte, il y avait un vilain géant. Il haïssait tous les hommes, mais il était épris de la fée, et comme elle ne pouvait pas le souffrir, il avait juré de se venger cruellement. Il guetta le fils de roi, l'attaqua par derrière, le transperça de sa lance et enterra son corps dans le bois. « Le monstre !» s'écria Théo. « Si je le tenais !» Dame Yerte, dans le jardin de roses, attendait son prince aux cheveux d'or. La nuit s'étant écoulée sans qu'elle le vît venir, elle eut le pressentiment qu'il lui était arrivé malheur. Elle s'apprêta à l'aller chercher, et sa peine était si grande qu'elle ne pouvait pleurer. De temps en temps seulement une larme brûlante s'échappait de ses tristes yeux, et sitôt qu'elle touchait la terre, il s'en épanouissait une rose noire. Dame Yerte est morte de chagrin, et a rejoint au ciel le bien-aimé de son cœur. Mais la rose noire existe encore. Cependant, elle ne fleurit qu'une fois l'an, le jour de la Pentecôte. Celui, dit-on, qui cueillerait la rose noire serait le plus heureux de tous les hommes. Grand-mère, où fleurit-elle la rose noire ? Ah, si on le savait ! Cependant, les bonnes gens disent qu'elle fleurit dans une belle forêt ensoleillée, et que celui qui est destiné à la cueillir doit trouver le chemin tout seul et sans peine. Dans le bois, il rencontrera un vieillard à la barbe blanche et n'aura qu'à lui demander « N'as-tu pas vu la rose noire ?» Alors le vieillard lui montrera le chemin. Soudain, grand-mère Zanet poussa un cri de frayeur en se cramponnant à la planche sur laquelle elle était assise. « Théo, voyons, que fais-tu » Théo, d'un vigoureux coup de rame, avait fait tourner la barque sur elle-même. « Il est tard, grand-mère. Nous devons aller dormir, » dit-il. Et sa voix vibrait d'une étrange émotion. Il ramait précipitamment vers le rivage, et à peine arrivé, il souhaita bonne nuit à la hâte et alla s'enfermer dans sa mansarde. Couché sur son lit, les yeux ouverts, il attendit que tout fût tranquille dans la maison, et quand la lune entra, lumineuse, dans sa petite chambre, il se leva sans bruit et revêtit ses plus beaux habits. Ses bas rouges, qui montaient au-dessus du genou, sa culotte de peau de daim, le pourpoint brun, bordé comme ceux des seigneurs de la plus sombre et belle martre. Il planta sur ses cheveux châtains un bonnet de cuir orné de fines plumes de héron, jeta son arbalète sur l'épaule et attacha son coutelas à sa ceinture. En vérité, il avait l'air ainsi d'un noble damoiseau plutôt que du pauvre fils d'un simple pêcheur.
Il quitta la maison à pas de loup et aspirant la fraîcheur de la nuit, il se mit à marcher sous la clarté mystérieuse de la lune. D'un pas tranquille, il s'engagea dans le bois frémissant. Tout autour de lui, des rayons d'argent dansaient à travers les branches. Sans choisir de direction, il marchait à l'aventure, plongé dans ses pensées et dans ses rêves. Grand-mère Zanet avait dit « Celui qui est destiné à cueillir la rose noire trouvera tout seul et sans peine le chemin qui mène à elle. » Mais comment pouvait-il espérer qu'entre des milliers d'êtres, il serait justement lui le favorisé? Certes, sa démarche était hasardeuse, mais est-ce un crime d'essayer sa chance? Et pour tenter l'épreuve, devait-il passer ce jour et attendre toute une année le retour de la Pentecôte? Telle était la pensée qui le guidait inconsciemment, mêlée de rêves et d'espérance. Il avait marché pendant 4 heures, lorsqu'il arriva au bout du bois. La lune s'était cachée derrière les montagnes et la nuit noire enveloppait la plaine. Théo continua son chemin. Il longea des prairies, des champs. Il vit dans le crépuscule matinal les créneaux d'un fort. Il se trouva sur une chaussée traversant un village où des chiens se mirent à aboyer à son passage. Puis d'autres champs et de nouveau le bois. Il s'assit pour se reposer au pied d'un gros buisson, ferma les yeux pour mieux songer et s'endormit profondément. Naturellement, en rêve, il trouva la rose noire. Avec un cri de joie, il se précipita vers elle, et lorsqu'il voulut l'accueillir, le géant se dressa devant lui, brandit sa lance rougie de sang et... Théo s'éveilla. Il jeta des regards étonnés autour de lui. Jamais il n'avait vu une forêt pareille. Il ne connaissait que son bois de sapin, le hallier sombre et sauvage dans lequel s'élevait par-ci par-là un vieux chêne aux branches rabougries. Ici, tout était feuillage d'un vert frais et tendre, éclairé par les rayons dorés d'un soleil matinal. Les arbres arrondis alternaient avec de jeunes buissons. L'herbe était haute et parsemée de fleurs de toutes nuances, et de clairs papillons se balançaient de corolle en corolle. Au bout de chaque herbe, de chaque feuille, de chaque branche, brillait une goutte de rosée, reflétant, ainsi que de belles pierreries, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Au sommet des arbres éclatait le concert des oiseaux, le sifflement harmonieux des grives et les tris joyeux des pinsons. Le matin de la Pentecôte, Théo se frotta les yeux. Il était saisi d'étonnement, et son cœur se mit à battre avec violence. La rose noire fleurissait dans un bois merveilleux, avait dit grand-mère Zanet. Et quel bois était plus merveilleusement beau que celui-ci? Oui, oui, il touche au but, il a trouvé le chemin, il a trouvé le bonheur en dormant. Tout à coup, il entend des pas. Entre les buissons s'avance un vieillard à longue barbe blanche. Théo reconnaît en lui le vieillard du conte. Un moment, son cœur cesse de battre, puis, reprenant courage, il s'approche et demande « N'as-tu pas vu la rose noire ?»« Oui, certes, » dit le vieillard en faisant un signe de tête et montrant avec son bâton par-dessus son épaule. « Va un petit bout de chemin par là, puis prends le premier sentier à gauche, et tu la verras aussitôt dans la clairière, à droite de la maisonnette. »« Dieu vous bénisse !» balbutia Théo, et il s'enfuit dans la direction indiquée. Voilà le sentier à gauche. Ses yeux ardents fouillent le sol aux deux bords du chemin. Un tournant, et soudain il s'arrête. Un gémissement douloureux frappe son oreille. Il écarte en hésitant un buisson fleuri et voit une toute jeune fille assise dans la clairière. De très pauvres vêtements couvrent ses membres délicats de fleurs à peine écloses, ainsi qu'une vague sombre. Sa chevelure dénouée ondule jusqu'à terre. Son visage est enfui dans ses mains et d'amers sanglots secouent ses frêles épaules. « Qu'as-tu donc, petite ? Dis, pourquoi pleures-tu » Elle leva la tête et lui montra un visage charmant, mais empreint d'une tristesse indicible et trempé de larmes. Des lèvres rouges, comme des cerises, et des yeux, comme des cerises aussi, mais comme des cerises noires. Elle le regarda d'un long regard silencieux, puis sa tête retomba dans ses mains, et à travers ses sanglots, « Mon père est mort, et maintenant ils ont enterré ma bonne mère. Je n'ai plus personne. Je suis seul au monde. »
Les yeux de Théo se remplirent de larmes. Jetant son arbalète dans l'herbe, il s'assit à côté de la pauvre enfant et lui dit, pour la consoler, qu'il savait une autre patrie pour elle. Il lui parla de son beau lac, de sa sombre forêt, de sa maison riante, de ses parents. Dès le premier regard, il lui avait inspiré confiance. La voix du jeune homme résonnait si chaude et douce à son oreille, et lorsqu'elle eut contemplé de plus près ses yeux bons et francs, elle cessa peu à peu de pleurer. Pendant qu'il écoutait les paroles qu'il lui disait, elle souffrit qu'il passât le bras autour de ses épaules et qu'il caressa ses joues humides. Mais quand il lui fit des questions sur sa pauvre mère et qu'elle se remit à pleurer, il l'attira tendrement à lui, baisa son front, sa bouche tremblante, encore et encore. Il lui sembla que c'était plus doux que le miel, et qu'une félicité inconnue pénétrait en lui. Alors il se souvint des mots de grand-mère Zane. Il serra la jeune fille plus fort contre son cœur et, pleurant de joie, « Je le connais, l'amour. Grand-mère Zane a raison. C'est ce qu'il y a de meilleur, de plus beau, plus doux que le miel et plus chaud que le soleil. J'ai trouvé l'amour en cherchant la rose noire. » La rose noire, balbutia la jeune fille, levant les yeux sur lui et rougissant sous ses larmes. C'est bien moi. Ma mère m'a nommée Rose. Et parce que mes cheveux sont si noirs, les gens m'ont toujours appelée la rose noire. Il la regarda avec de grands yeux étonnés et ravis, puis il s'écria joyeux, en l'entourant de ses bras. « Viens, viens, ma petite rose noire, viens, allons chez nous, à la maison. » Et la main dans la main, ils s'en allèrent à travers le bois dans le printemps en fleurs. Ainsi s'achève La rose noire de Ludwig Ganghofer.